Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour Ludovore. Généralement, je dis ça pour le menu crowdfunding, mais pas quand on fait des reviews. Mais bon, que voulez-vous, question de timing, de planning, Xavier et moi-même n'avons pas pu nous réunir pour cette review. Je m'en occuperai donc tout seul après avoir recueilli bien sûr ses impressions, ses points négatifs et positifs comme à l'accoutumée. Et aujourd'hui, on va donc parler de Verdun, un nouveau projet actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, avec bien sûr une thématique qui parlera forcément un petit peu aux Français parmi vous, de par son aspect bien sûr historique. Mais ne vous y trompez pas, Verdun, il s'agit en réalité d'un jeu de pli. Un jeu de pli avec quelques petits twists que l'on va voir un petit peu, pas en grand détail, mais on va présenter un petit peu brièvement les règles qui sont assez simples, vous le verrez. Et ensuite, comme à l'accoutumée dans nos reviews Kickstarter, on vous parlera bien sûr des choses que nous avons appréciées, puis moins appréciées, des choses que potentiellement vous pourriez apprécier assez peu également, et puis on fera un gros bilan à la fin de la vidéo également. Donc on se lance tout de suite dans les règles sans plus tarder. Petit point donc sur les règles de Verdun, vous allez voir que le contenu est relativement léger, on a essentiellement des paquets de cartes et quelques petits tokens de ci de là. Vous aurez donc bien sûr ces petits tokens qui seront en fait vos camps ainsi que vos fortifications. Vous aurez ici les fortifications en carré et les petits cercles que vous voyez ici qui représenteront en fait les points de victoire que votre opposant gagnera si jamais il réussit, alors là ça va peut-être réussir à faire le point, voilà c'est ça, les points qu'il réussira à engranger si jamais il prend le camp en question. Alors là du coup c'était un 0, pas de bol, mais je peux aller vous chercher celui-ci, voilà, qui vous donnera justement le poste de radio pour 5 points. Alors, on va reparler des fortifications et de leur intérêt par la suite. Vous aurez aussi ce petit sifflet qui vous permettra d'aller désigner le camp adverse que vous souhaitez attaquer à votre tour. Alors justement, on parlait tout à l'heure des cartes. Vous allez le voir, on a essentiellement deux types de cartes, plus les aides de jeu, mais ça c'est relativement facile à ignorer pour l'instant en tout cas. On en reparlera par la suite. Voici les aides de jeu. Alors, sachez également que si vous jouez à 2 ou à 4 joueurs, ça n'aura pas forcément la même configuration. Il y aura des cartes que vous pourrez être amené à retirer, comme les 2, les 3 par exemple, si vous souhaitez, comment dirais-je, faire des parties un peu plus courtes. Vous remarquerez aussi tout de suite que la DA est plutôt sympa, puisqu'elle reprend des images d'époque de manière générale, de propagande d'un camp comme de l'autre. Et du coup, c'est vrai que thématiquement, au-delà du fait que ça se justifie très facilement, ça ajoute une petite touche d'immersion assez sympatoche. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt cool. Vous voyez également que sur chacune des cartes, c'est un jeu de pli relativement classique, donc ça va aller de 2 jusqu'à 14, si mes souvenirs sont bons, 13, mais il y a une carte qui peut être considérée comme un 14, c'est la carte du général que vous voyez ici, qui peut être considérée comme un 1 ou comme un 14 également. Et vous voyez également en bas à gauche de chacune de ces cartes des petites têtes de mort qui sont en fait les pertes humaines que vont engendrer le fait de jouer ces cartes si vous gagnez ou si vous perdez une bataille, puisque les cartes que vous jouez vont potentiellement être amenées à périr au combat, bien évidemment. Là, c'est la petite touche thématique du coup. Alors, comme nous, on a principalement joué à 2 joueurs, je vais essentiellement vous parler de ce mode-là, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le tester à 4. Mais sachez que à 4, ce sera jouable en 2 contre 2. Si vous trouvez des trucs un peu étranges, le fait d'avoir les cartes allemandes et les cartes françaises mélangées, sachez que c'est normal, ça fait partie des règles de jeu. Chaque joueur, si on joue à 2 par exemple, va recevoir 15 cartes, on va dire que j'ai 15 cartes en main, au début de la partie. Et vous aurez donc différents types de cartes, allant donc de 2 potentiellement jusqu'à 13. Et vous voyez aussi qu'il y a des cartes un peu particulières, avec le C par exemple ici. Tout à l'heure vous avez entreaperçu un G qui était quelque part ici. On a le S aussi qui est un scout. On a le G qui est le général. Le C va en fait simplement copier la valeur précédente de la carte. Et puis également vous faire souffrir potentiellement d'une perte humaine. Si vous la jouez en premier pli, en première carte du pli, ça équivaut à un 0. Donc ça peut être stratégique de jouer une carte par exemple allemande à 0 en première carte si vous représentez le camp français. Ça peut être intéressant. Plus la carte est forte, plus les pertes humaines seront également élevées.
Ensuite, vous avez par exemple cette carte qui est neutre mais que vous ajouterez au camp de votre choix. Vous avez la carte de général, on va dire, qui elle peut être considérée comme un 1 ou un 14. Vous donc définirez sa valeur lorsque vous la jouerez en annonçant que c'est un 1 ou un 14. Donc là encore une fois, stratégiquement ça peut être intéressant, par exemple si vous jouez l'Allemagne, de jouer la carte française comme un 1 par exemple, en défense d'un camp français, ce sera très léger, mais par contre ça peut faire souffrir pas mal aussi l'adversaire en termes de pertes humaines. Ensuite, bon, prototype oblige, il y a quelques petits errata directement au stylo sur les cartes, mais ça c'est pas très important. Le gros des cartes, vous les avez vus, ça c'est les cartes qu'on a utilisées nous avec Xavier pour ce qui est des modes de jeu plus courts. Mais donc là, les cartes que nous avions supprimées lors de nos parties, les 2, les 3 par exemple, qui n'étaient pas forcément nécessaires pour jouer à 2. Et donc on va jouer, quand on est à 2 joueurs, une carte chacun, puis une autre carte chacun, pour avoir au total 2 cartes jouées. Donc on va dire que, par exemple, pour attaquer un camp de Xavier, Xavier qui représente la France par exemple, eh bien je vais jouer ce 8 allemand, Xavier va défendre avec un 7 français, je vais jouer la carte allemande copiée pour faire un 8 et 8, 16, Xavier va rajouter un 7 par-dessus, il sera donc à 14, donc en l'état j'ai l'avantage sur Xavier. C'est là qu'interviennent les fortifications, puisqu'on va dire que je vais attaquer le camp de Xavier qui se trouve, voilà, on va dire que c'est celui-ci, théoriquement il y en aura les 5, donc j'attaque celui-ci. Il y a une fortification devant, là j'ai l'avantage sur lui, donc on va retourner ce jeton de fortification qui se retrouve être de valeur 2, donc du coup on va se retrouver ex aequo, et quand on est ex aequo, la bataille n'est pas remportée par le camp attaquant. Voilà. Vous aurez aussi donc plusieurs jetons de fortification allant de 2 jusqu'à 7 si mes souvenirs sont bons. Donc il faudra bien évidemment les placer en conscience au début de votre partie. Vous choisirez les petits jetons de camp et les jetons de fortification que vous voulez placer devant. Donc là aussi il y aura un côté assez stratégique, puisque en plus certains camps ne valent qu'un point de victoire, par exemple ici comme le decoy, une sorte d'appât on pourrait dire, hein, de diversion. Vous allez chercher à attirer les attaques ennemies vers ce camp qui ne vous fera en réalité perdre que très peu de points. Lorsqu'un joueur gagne une bataille, il pourra aussi mettre la main à la fin du tour sur des cartes de stratégie que vous apercevez ici. On a ici donc decoys, airstrike, on a encore airstrike, stratagem, mustard gas et artillery, donc elles sont au nombre de 5, en plusieurs exemplaires bien sûr. Par contre, le truc un petit peu dommage, dont on reparlera un peu par la suite également, c'est que les cartes de stratégie ne dévoilent pas en termes de texte sur carte ce qu'elles sont censées faire, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Alors il y a un petit peu du lore, ça reprend un petit peu des unes de journaux, pourquoi pas, c'est pas inintéressant en termes de direction artistique, mais en revanche, on ne sait pas ce que fait la carte si on se cantonne à ce qui est écrit dessus. Et ça c'est quand même assez chiant. Heureusement, il y a des petites aides de jeu qui vont permettre de voir un petit peu ce que chacune de ces cartes vont vous permettre de faire. Donc ça, bon, heureusement, mais la carte elle-même qui vous dit pas ce qu'elle fait, alors que pourtant il y a du texte dessus, c'est quand même un petit peu dommage aussi. Mais bon, on en reparlera par la suite également. Donc voilà, les 5 cartes, par exemple le gaz moutarde, qui fera perdre une carte supplémentaire à chacun des belligérants. Donc en gros, si vous faites une bataille et que vous la perdez, donc ils estiment que vous allez la perdre, jouez en plus de ça cette carte-là, vous ferez perdre une carte supplémentaire au camp adverse. Donc ça va être assez intéressant, vous lui ferez vous lui ferez subir des pertes humaines encore plus conséquentes. L'artillerie en français, permettra de simplement faire mourir absolument tout le monde dans la bataille. Donc encore une fois, question de pertes humaines, votre adversaire qui aurait pu emporter le pli ne l'emportera pas, et en plus de ça va souffrir de pertes humaines assez importantes. Vous voyez que ces petites cartes de stratégie sont relativement intéressantes et peuvent potentiellement changer pas mal la phase du jeu. Et ma foi, je crois que j'ai à peu près fait le tour des règles de base. On va pas non plus passer trop de temps là-dessus. Juste sur l'aide de jeu, vous avez aussi les cartes un petit peu spéciales, telles que le C qu'on a entreaperçu tout à l'heure. J'essaie de vous en retrouver un. Voilà. Ici, la carte C, que j'ai utilisée d'ailleurs ici, qui est donc une valeur de copie. Hein. Vous allez copier la valeur précédente, ou si vous la jouez en première, ce sera un 0. Vous avez vu tout à l'heure aussi une carte avec un G, qui était donc le général.
Voilà, je vous la retrouve ici avec un général français, voilà, qui lui comptera donc pour un 1 ou pour un 14. Le chaplain, on ne l'a pas joué parce que c'était plutôt à 4 joueurs. Et le scout qui lui donc sera d'une valeur 8 et qui comptera comme votre couleur. Si vous jouez la France, il sera français. Si vous le jouez en tant qu'allemand, il sera allemand. Voilà. C'est à peu près tout pour les règles qui, comme vous le voyez, sont relativement simples à comprendre, sont relativement accessibles. Et donc sachez juste que si vous jouez à 4 en 2 contre 2, ce ne sera pas 2 cartes par joueur, mais une seule carte par joueur qui sera jouée tour après tour. Voilà, on va maintenant pouvoir passer au résumé, un petit peu de ce que l'on pense, les points positifs, négatifs, et le bilan final concernant Verdun. Voilà ce qu'il en est donc pour les règles de Verdun. On va maintenant pouvoir faire le petit bilan habituel, les plus, les moins et le bilan général concernant le jeu. Alors d'abord, pour commencer par le positif, je pense que vous pourrez en convenir également, le choix de la direction artistique, si on peut appeler ça direction artistique, puisqu'en général il n'y a pas vraiment de création à proprement parler ici, on reprend pas mal d'images, notamment de propagande de l'époque d'un côté comme de l'autre, du coup c'est assez judicieux, c'est plutôt joli, c'est bien de les mettre en avant, un petit aspect historique qui vient un petit peu ajouter une touche de thématique dans un jeu de pli qui, généralement, vous en conviendrez, sont assez dépourvus de thèmes, même quand on essaie d'en plaquer un dessus. Donc là, pour le coup, c'est vrai que le choix des illustrations est plutôt dans sa patoche et vient justement ajouter un petit peu d'immersion, on va dire, dans le jeu. Autre chose que Xavier et moi-même avons pas mal apprécié, c'est justement ce système assez malin des pertes, on va dire, des sacrifices, puisque à chacun de vos tours, que vous jouiez à 4 ou à 2 joueurs, vous allez jouer donc une ou deux cartes, et en fonction de l'équipe ou de la personne qui va remporter le pli, il y aura des pertes humaines à gérer. Et du coup, il y a une question de timing à gérer, une question de gestion de main, de gestion de cartes que vous possédez, à quel moment vous allez choisir de les sortir, et surtout, est-ce que vous allez prendre le risque de, de perdre cette carte qui vous impactera fortement au niveau des points finaux, puisque les cartes qui vont justement passer par pertes et fracas, les pertes humaines, vont faire des points négatifs à la fin. Donc il n'est pas exclu que vous finissiez avec des scores négatifs de par ces pertes humaines. Ce système-là est assez malin, justement il y a un côté de sacrifice, de timing qui est assez intéressant de ce point de vue-là. À contrebalancer également avec un autre point assez intéressant, c'est les cartes de tactique. Alors certes il n'y en a pas beaucoup, vous l'avez vu, mais elles peuvent ajouter une touche de stratégie à ce jeu-là, qui viennent apporter un plus au-delà des simples plis qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de jeux de cette acabit. Là, c'est une carte que vous allez jouer en plus lors d'un pli et qui va potentiellement pouvoir chambouler un petit peu la stratégie de votre adversaire ou, à contrario, essayer justement de nuancer un petit peu vos pertes ou au contraire de prendre la décision de faire perdre encore plus de vies humaines aux deux camps, même si du coup ça vous impactera aussi. Peut-être que vous aurez prévu au préalable justement le fait que vos pertes humaines soient relativement réduites, et le tout pour impacter le plus possible votre adversaire. Ces cartes tactiques peuvent avoir un aspect assez intéressant du point de vue stratégique, et ça du coup c'est plutôt un ajout intéressant. Même si on aurait pu espérer qu'elles soient un petit peu plus souvent intéressantes. Il y a certains plis où on se retrouve avec deux cartes de tactique, et du coup on n'a pas forcément grand intérêt à les utiliser. Certaines sont plus intéressantes que d'autres. Je dirais qu'elles sont peut-être assez circonstancielles de manière générale aussi, donc il faut le prendre en compte. Autre chose, les parties sont relativement courtes, alors vous pourrez les rallonger en fonction de votre desiderata, on va dire, puisque vous pourrez retirer ou ajouter un certain nombre de cartes en fonction de la configuration et de ce que vous souhaitez faire en termes de partie, en termes de durée de partie, mais nous généralement ça tournait entre 15 et 20 minutes, donc c'est un jeu qui est assez facile à sortir, qui peut éventuellement appeler à une revanche assez facilement également. Également, le fait que nous ayons de moins en moins de choix au cours de la partie, puisque notre main va généralement, si on joue à 1 contre 1 par exemple, se départir de 2 cartes par tour et n'en repiocher qu'une. Donc progressivement, vous allez perdre une carte par tour jusqu'à la fin de la partie, ce qui limitera de plus en plus vos choix stratégiques. Et donc il faudra dès le début de la partie, au moment où vous aurez le plus de choix, essayer de planifier sur le long terme. Et puis aussi, si tant est que vous en ayez la capacité, en termes de mémoire,
c'est pas forcément mon cas, de mémoriser autant que faire se peut les cartes qui ont déjà été utilisées par un joueur ou par l'autre, ou par les deux idéalement, c'est encore mieux. Donc voilà, ce petit aspect de carte qui va venir souffrir d'attrition au fur et à mesure que la partie continue, c'est plutôt malin, c'est plutôt intéressant. Voilà donc pour ce qui est des points positifs que nous avons pu soulever au cours de nos parties. Maintenant on va passer aux points plus négatifs selon nous, mais qui pourraient aussi l'être selon vous. Alors, on va commencer par le côté tributaire du tirage. C'est quand même généralement quelque chose de commun à beaucoup de jeux de gestion de main avec une pioche, certes, mais effectivement, vous allez piocher des cartes, et du coup, ben, vous n'êtes pas, bien sûr, à l'abri de piocher des cartes qui ne vous intéressent strictement pas, ou au contraire, de voir votre adversaire accumuler des cartes hyper fortes alors que vous avez des cartes un petit peu... voilà, très faiblarde. Et ce qui pourrait en fait arriver de pire, et c'est arrivé à quelques reprises au cours de nos parties, et ça c'est un peu plus dérangeant quand même, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de cartes du camp de notre adversaire. Par exemple, je joue la France, je tire énormément de cartes du camp allemand. Bon, ça peut contrebalancer du fait que si moi j'ai beaucoup de cartes de ce camp-là, Xavier a probablement beaucoup de cartes de l'autre. Mais bon, vu qu'il y a encore pas mal de cartes dans la pioche, c'est pas sûr non plus. Et du coup, il y a certainement des moments en fait où vous ne pouvez tout simplement pas défendre vos camps quand ils sont attaqués, ou vous ne pouvez tout simplement pas attaquer les camps adverses. Et ben ça c'est quand même un petit peu chiant. Mais bon, ça c'est un point commun à beaucoup de jeux de gestion de main avec une pioche, surtout quand c'est une pioche commune, mais là c'est quand même assez présent. En tout cas c'est ce que l'on a remarqué. Autre chose, bon tout à l'heure on parlait de thématique, avec justement la DA assez appropriée, assez bien choisie pour le coup. Alors certes elle est bien choisie, mais pour autant le thème est quand même assez peu présent, si ce n'est au niveau des cartes qu'on va choisir de sacrifier tour après tour, et des pertes humaines que cela va engendrer bien sûr. Mais au-delà de ça, la thématique n'est pas super présente pour être tout à fait honnête. On ne s'est jamais vraiment senti impliqué dans un conflit à grande ampleur, quoi. Et puis j'ai gardé j'allais dire le meilleur pour la fin, non, le pire en fait pour la fin, selon moi et Xavier, ça c'est un point commun que nous partageons l'un et l'autre vis-à-vis de Verdun, c'est cette mécanique qui veut que nous jouions tous avec les deux camps. Donc on va jouer avec, dans notre main, des cartes allemandes et des cartes françaises. Thématiquement, encore une fois, ça fait pas sens. Disons que si vous vous placez un petit peu en immersion dans le jeu, vous allez plus ou moins avoir la position d'un général français vis-à-vis d'un général allemand, quoi, en gros. C'est à ça que ça peut ressembler. Sauf que du coup, vous êtes un général français qui contrôle des armées françaises et des soldats allemands également. Et du coup, thématiquement, autant mécaniquement ça peut se justifier en partie, même si c'est aussi questionnable, mais thématiquement du coup, bon, je suis un général français, je protège mes bases arrières françaises, mais imaginons, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une main un petit peu pourrie et que je n'ai que des cartes allemandes, je vais participer à détruire mon propre camp parce que j'ai rien d'autre à faire en fait. Et ça, thématiquement, c'est un petit peu vide de sens, et ça, c'est un petit peu dérangeant pour nous. Même si, encore une fois, hein, mécaniquement, ça peut potentiellement se discuter, se justifier, mais mécaniquement, uniquement, quoi. Thématiquement, c'était quand même assez bizarre pour nous, et ça nous a toujours un petit peu dérangé au cours des 6-7 parties qu'on a pu faire, de se dire que bon, je vais jouer une carte contre mon propre camp, ou au contraire, je vais attaquer un camp adverse, mais je vais rajouter des pouvoirs de défense, de la force de défense à l'adversaire. C'est assez bizarre. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui ne nous a pas forcément beaucoup plu. Ça fait un petit peu le tour des points négatifs, hein. Vous avez vu qu'ils ne sont pas très nombreux au demeurant, mais si je dois faire un bilan, il faut bien dire que justement ces points négatifs, qui sont assez peu nombreux au demeurant vis-à-vis des points plus positifs, hein, qui eux étaient un peu plus nombreux, la balance, l'équilibre fait que finalement les points négatifs sont quand même assez saillants. Alors c'est un jeu qui était relativement agréable pour autant, hein. J'y rejouerai avec plaisir si on me le propose, c'est pas un souci. En plus là c'est un jeu encore une fois assez court, assez efficace, avec cette mécanique de, comment dirais-je, de pertes humaines, de sacrifices, de timing et d'attrition d'autres mains au fur et à mesure de la partie qui va justement venir réduire votre potentiel de choix stratégique. C'est intéressant, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu dérangeantes, qui font que je vais certainement, de par moi-même, pas forcément chercher à le sortir très souvent.
Pour autant, encore une fois, hein, pour résumer brièvement, c'est un jeu assez agréable avec une jolie petite DA, avec quelques concepts assez malins, assez bien pensés, même si thématiquement, selon moi, ça pêche un petit peu. La boîte bouge toute seule, ça pêche un petit peu au niveau thématique, et puis la justification de jouer avec les deux camps mélangés, vous aurez potentiellement des cartes allemandes et des cartes françaises dans votre main, ben, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu chiant quoi, voilà. J'ai donc fait le tour pour ce qui est de Verdun. Vous trouverez bien évidemment dans la description de cette vidéo un lien vers la campagne pour ceux que ça pourrait intéresser, en espérant à l'avenir potentiellement une VF. Je ne sais pas si elle sera disponible durant la campagne. En tout cas, si c'est en PDF, c'est extrêmement simple à traduire. Les règles sont vraiment très très courtes. Il y a quoi, 7-8 pages de règles maximum. Et il n'y a pas de texte sur les cartes, donc ce n'est pas spécialement gênant. Sauf sur les aides de jeu, mais encore une fois c'est très réduit. Ça c'est aussi un autre petit point négatif que j'aurais dû mentionner, que j'ai oublié entre temps, je vous le rajoute par-dessus, le fait que les cartes de tactique n'aient pas leur effet inscrit sur les cartes elles-mêmes, parce qu'en fait il y a une sorte de texte de lore sur les cartes, mais il n'y a pas l'explication de ce que fait la carte, de l'effet de la carte. Il faut aller consulter la petite aide de jeu. Bon, après il y en a 5 des cartes tactiques, donc vous allez très rapidement les mémoriser, mais au début, toujours devoir revenir à l'aide de jeu, c'est un petit peu dommage aussi. Mais bon, ça c'est un point relativement, comment dirais-je, facile à ignorer en réalité, puisqu'après 2-3 parties, vous connaîtrez par cœur les 5 cartes de tactique. Voilà donc pour ce qui est de Verdun. J'espère que cette review aura pu vous apporter les informations nécessaires pour faire éventuellement un choix éclairé et à minima vous intéresser concernant un jeu qui en plus a fait résonner un petit peu notre fibre patriotique et l'histoire pas forcément la plus joyeuse du XXe siècle de notre beau pays. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker éventuellement pour nous dire ce que vous en avez pensé, si le projet vous intéresse. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores, en espérant que ce soit avec Xavier également, et pas seulement ma tronche, de bras cassés, hein, de gueule cassée, pourrais-je plutôt dire pour être thématique. Et puis on se retrouve donc encore une fois très prochainement. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.